immobilier, courtier hypothécaire commercial. Donc, je remplace Ghislain aujourd'hui qui se doit de prendre une pause bien méritée. Depuis le début de la COVID, il fait des lives chaque matin avec toutes des personnalités intéressantes du milieu de l'immobilier et dans différents aussi domaines là, proches de l'immobilier, que ce soit direct ou indirect. Donc, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Gilbert Migirdistian. Ça fait très longtemps que je le connais, Gilbert. Je suis capable de dire son nom de famille. Et ça me plaît en même temps parce que c'est un très bon ami. Donc, Gilbert, ça va bien? Ça va bien, toi, Jean-Luc? Ça va super bien. Fait que on s'habitue aussi en même temps ce matin avec une nouvelle plateforme que moi et Gilbert, on apprend à connaître, là, qu'on s'est fait montrer hier. Donc, si jamais vous voyez des petites choses qui sont pas correctes, là, c'est parce qu'on commence. Mais habituellement, à deux ingénieurs, on devrait se débrouiller assez bien pour être en mesure de faire ça. Fait que, fait qu'on voit déjà les commentaires qui apparaissent. C'est bon, Nick, C'est bon Marie-Pierre. thing, ça, je suis content. Ouais, effectivement. Donc, ben, Gilbert, écoute, on est là pour parler un peu de nos expériences similaires au niveau des flips aujourd'hui. Donc, bien sûr que c'est le COVID. Le monde se demande souvent, j'entends encore d'un dernier jour, hey, on devrait-tu faire des deals, pas de deals? On devrait-tu attendre, le marché va-tu baisser? Qu'est-ce que tu en penses de ton côté, mon cher ami? Ah, regarde, de mon côté, je te dirais, ben pourquoi justement s'empêcher de faire des offres, d'être actif dans le milieu, tout ça? C'est certain qu'il faut être prudent avec le type de projet qu'on va s'attaquer. Il faut être prudent aussi avec les délais de moyenne vente parce que ça, c'est des aspects qui sont inconnus. Ceci dit, si tu as bien acheté ton projet, tu as fait ton profit à l'achat, tu l'as bien négocié et tu contrôles ton chantier comme il faut, je vois pas pourquoi que justement ça t'empêcherait justement de faire des projets actuellement. J'en ai même un en cours actuellement de ce côté-là. Il a fallu que je me réajuste un peu, mais de ce côté-là, ça a quand même, ça m'a pas empêché du tout de faire mon projet. C'est-tu un projet que tu es en cours présentement que tu avais acheté avant le COVID ou que tu es Oui, en... OK. oui, absolument. C'était une reprise de finances que j'ai achetée avant justement toute cette saga-là. J'ai eu le temps de compléter ma démolition avant que tout soit arrêté. Mon chantier, comme tout le monde, a été arrêté pendant un mois au complet. Puis là, ça commence à repartir, là, tu sais, justement, de ce côté-là. Donc, ça bouge, mais oui, je l'avais acheté. C'est là aussi qu'il a fallu que je me réajuste un peu avec la portée de mon projet pendant le mois d'arrêt. Parce que mon projet, en gros, c'était d'acheter, j'ai acheté un duplex que j'allais convertir en un triplex à Montréal. Quand que j'ai commencé, au début, j'ai pris tout le temps pour finaliser les plans justement pour acheter le nouveau logement. Mais finalement, quand que j'ai vu toutes les exigences de la ville de Montréal, je savais déjà qu'est-ce qu'il y avait comme exigence, mais des exigences supplémentaires qui se sont ajoutées sur le projet. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, tu vas être rendu au mois d'octobre. Tu vas être encore en train de t'ostiner avec la ville. Est-ce que tu veux vraiment faire ce projet-là tel quel? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la portée de mon projet. J'ai fait modifier les plans et je reviens à rénover tout simplement le duplex pour un propriétaire occupant. Excellent. Ouais. Excellent. Fait que ça, tu as une demande de permis à faire, j'imagine, pour ce projet-là. Oui, absolument. Et ça a super bien fonctionné d'ailleurs parce que le permis, dans le fond, pour l'avoir, j'ai tenté d'avoir le permis. C'est un défi, hein. T'appelles, tu peux pas te pointer en personne à la ville. Donc, typiquement, à la ville de Montréal, tu dois aller en personne pour faire ta demande de permis. Je pouvais pas faire ça. Le numéro de téléphone, c'est une boîte vocale. Donc, j'ai laissé quelques messages. J'ai appelé au 311. Dans le fond, moi, je suis dans l'arrondissement de Saint-Laurent, donc j'ai appelé celui-là. Ils ont été bien gentils. Ils ont dit, ah, essaye ce courriel-là. Parfait. J'ai trouvé un courriel. Là, j'ai commencé à les harceler gentiment par courriel. Finalement, quelqu'un m'a rappelé. Et ils m'ont dit pour justement l'ajout du logement, ça allait être du stock, là, tu sais, justement, ce côté-là. Mais quand que finalement j'ai vu à quel point ça allait être compliqué, on m'a dit, parce que j'ai quand même un permis à demander pour ma toiture, pour mes portes et fenêtres aussi en même temps, je l'ai fait en ligne. Ça a super bien été. Montréal.ca, pour ceux qui font des projets à Montréal, j'ai déposé ma demande de permis. Toutes les étapes sont là. J'ai tout fourni ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont envoyé mon permis par courriel. En combien de temps? À peu près quoi? Une semaine et demie? Écoute, je l'ai même. Mon Attends. Dieu, c'est excellent. Il est même là. J'étais content. Mais c'est Je m'en vais l'afficher en fin de semaine parce que justement, mais là, c'est bon parce il faut que je l'affiche, bien en entendu. tout cas, il y a plusieurs mois, on me disait que c'était souvent, ça pouvait être très long, dépendamment de la demande de permis, d'avoir un permis à la ville. On parlait de mois.
Fait que j'imagine que là, maintenant, c'est Absolument. beaucoup mieux. OK. Mais ça dépend de la nature de permis que tu vas aller chercher et ça dépend aussi de l'arrondissement quand c'est à Montréal. En dehors de Montréal, ça a tendance à aller un petit peu plus vite, mais la minute que tu es à Longueuil, Laval ou Montréal, tu vas avoir dans le fond un délai supplémentaire pour avoir un permis. Mais par exemple, je sais, il y a des arrondissements comme le Plateau que tu peux attendre des mois et des mois là, pour avoir un permis, c'est beaucoup plus long. Mais il y a d'autres arrondissements comme je sais que Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c'est quand même assez rapide. Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, c'est assez rapide. Donc, tu peux justement avoir des permis plus vite. Bon. Est-ce que tu es à l'aise de nous parler un peu de tes chiffres pour ce flip-là en ce moment, compte tenu du COVID, puis compte tenu que tu étais un mois arrêté, donc juste de nous parler justement, ça fait partie des imprévus qui peuvent arriver dans un flip, peu importe ce que c'est. Absolument. Nous parler peut-être de voir comment ça Absolument. fonctionne. Mon mois à l'arrêt n'a pas été totalement à l'arrêt parce qu'il y avait des choses qui tombaient dans des services essentiels que j'ai été capable de réaliser. Donc, la propriété a la particularité justement qu'il y avait du trafic de stupéfiants dedans, comme je te mentionnais tantôt là, quand on se parlait tout seul. C'est pas des projets qui sont pour tout le monde, mais cette propriété-là n'a pas eu de culture de cannabis ou quoi que ce soit. Ceci dit, j'ai quand même besoin de fournir un test d'air pour réaliser justement, pour vendre la propriété, pour assurer un acheteur éventuel. Chose que j'ai faite. Donc, j'ai eu le temps de terminer ma démolition. Le test d'air tombait plus dans une notion de service essentiel parce que c'est une question de santé. Alors, j'ai pu faire le test d'air. Une fois que mon test d'air a été fait, ben tout comme, même si j'avais tout arraché, ce qui était plus signe de moisissure, de saleté, ainsi de suite dans la propriété, ben c'est une propriété des années 50. Hein. Presque, je défie quelqu'un d'essayer de faire un test d'air dans une propriété des années 50 puis de le passer au la main. Je me croisais les doigts, j'ai dit peut-être que je vais le faire. Ben non, j'ai échoué le test. Alors, rendu là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un contact que j'avais d'un projet précédent. Eux sont venus et puis ils ont continué dans le fond la démolition, toujours dans une notion de service essentiel, parce que c'est une question, puis ils se sont validés. Hein. Ils ont vérifié au niveau de la santé publique et tout ça, ainsi de suite. Ils sont venus, ils ont réalisé la démolition pour enlever ce qui semblait, dans le fond, des sources de moisissure dans la propriété. Ils ont fait une décontamination chimique en pression négative dans la propriété. Et ils m'ont livré la propriété à la fin de la semaine dernière. Ils ont refait un test d'air et la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu passer mon test d'air cette fois-ci. Donc, tout ça s'est déroulé durant le mois où c'était à l'arrêt. J'avais également 2 endroits où j'avais des fissures de fondation que, dans le fond, j'ai pu également faire réparer encore sous une notion de service essentiel parce que ça contribuait à mon problème de qualité de l'air. OK, good. Excellent. Je vois une question de Christian Guillemette, notre ami Christian, il dit une toiture, un permis. Oui, à Montréal, couverture plate, ça te prend un permis. Des fenêtres à Montréal, ça te prend un permis. Ça dépend des arrondissements. Il faut tout le temps aller vérifier sur le site. Maintenant, presque toutes les municipalités vont les mettre, justement. Ça, c'est un des trucs, justement, quand tu vas réaliser un projet. Si tu vas le voir avant, tu peux voir également comment tu peux réaliser ton projet sans demander un permis, d'être totalement legit, parce qu'ils vont te dire, si tu restes dans tel paramètre, t'as pas à demander de permis. Donc, t'essayes de rester là-dedans autant que possible. Bon. Là, tu t'en viens à faire comme les politiciens, là, tu réponds pas à mes questions. Je t'ai demandé au début de la question, les chiffres. Oh, tes chiffres! Oui, c'est vrai. Tu m'as demandé mes chiffres. Absolument. Cette propriété-là, je l'ai achetée, c'était une reprise de finances, comme je te mentionnais. Elle était affichée à 310 000. C'était suite à une baisse de prix qu'il y avait sur cette propriété-là. Donc, tout de suite, moi, la minute qu'elle a baissé de prix, mon courtier m'a levé le drapeau et m'a dit, c'est le temps. Parfait, on va la visiter. La journée même, on dépose une offre. 275 000, j'ai mis une clause d'inspection et de financement avec. 24 heures plus tard, on était rendu à peu près 7 ou 8 ayant fait une offre là-dessus. Rendu là, j'ai bonifié mon offre à 321 000. J'ai laissé la clause d'inspection et j'ai retiré ma clause de financement. Donc, j'ai dit, je vais faire la transaction au comptant. De toute façon, j'allais la faire avec un prêteur privé. Rendu là. Puis l'idée de ça, c'est que je structurais mon deal pour que je mettais des choses dedans que je savais qu'en cas d'un besoin, j'étais capable d'enlever. Donc, ça, c'était la raison du clause de financement.
mais j'ai pu laisser la clause d'inspection à cause de ça, parce que la partie adverse va s'attendre à ce que tu laisses tomber quelque chose dans tes négos. Et j'ai monté à 321 et j'étais en deuxième rang. Donc, j'étais quand même plus haut que le prix demandé et j'étais en deuxième rang. Le premier s'est retiré parce qu'après son inspection, je suis passé en premier rang, j'ai effectué mon inspection et j'ai acheté à 312 000 la propriété de ce côté-là, qui est quand même un très bon achat, ce qui fait que j'ai quand même mon profit à l'achat rendu là. J'ai maintenant la portée des travaux, je dois la réviser, mais avec le prix de revente que je vise, qui serait dans les bas 500, quelque part entre 500, 510 et 530, 540 pour cette propriété-là, une fois rénovée. Je vais avoir quand même un profit qui devrait tourner quelque part autour de 50 000 avec ce projet-là. La différence, c'est que là, j'ai dit, est-ce que je prends du temps à réviser tous mes chiffres parce que j'ai changé la portée de mon projet. Donc, c'est pour ça que j'ai pas tous les chiffres comme ça, mais, j'ai pas révisé tous mes chiffres de... Ouais, okay. Mais vite comme ça, mettons, l'effet du COVID sur ton flip va créer une perte, parce que j'imagine que tu as des frais de financement, tu as un mois de taxes de plus à payer, un mois d'assurance de plus à payer dans ta prévision de délai. Ce que j'ai fait, c'est que parce que j'ai été très proactif, j'ai gardé un contact avec tous mes entrepreneurs, j'ai fait faire toutes mes soumissions pendant la période justement où ce que c'était à l'arrêt aussi. Même s'ils ne pouvaient pas venir sur les lieux, ce que ça a fait, c'est que j'ai pu justement, parce que j'avais une bonne série de plans qui étaient quand même très détaillés avec la portée des travaux, et comme j'ai fait toutes les soumissions, ben sincèrement, mes corps de métier, je les ai quasiment harcelés là, durant cette période-là pour m'assurer que dès que le travail était permis, ben j'étais le premier dans leur liste et tous mes entrepreneurs, c'est les premiers qui sont rentrés. J'étais leur premier client parce qu'ils ont, d'après moi, ils étaient tannés de m'entendre parler de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que le mois était pas totalement perdu parce que de toute façon, ça m'a même quand même un peu aidé parce que j'ai pu faire toute ma décontamination pendant cette période-là et régler mon problème de fondation et tout était prêt pour relancer. J'en ai profité pour placer des commandes de matériel. Il y a des choses que je pouvais pas faire que justement j'ai commandé hier soir parce que c'était le premier moment que je pouvais. Donc, commander ma cuisine, tout ça parce que ça aussi c'était à l'arrêt, là, tu sais, cuisine, salle de bain, ça aussi c'était à l'arrêt. Mais il faut être créatif, hein. Des fois, tu essaies d'appeler, puis il faut essayer de trouver quelqu'un pour parler avec. Donc, même les entreprises qui vont te vendre du stock, ben ça va être... t'es souvent capable de trouver quelqu'un, puis tu vois, j'ai plusieurs fournisseurs, j'ai trouvé quelqu'un qui a dit « Envoie-moi ça par courriel, je t'arrange ça. » Tu vois, des fois, il faut faire 4, 5, 6 appels. Je pense que j'ai appelé, sans exagérer, je pense que j'ai appelé tous les Canacs dans la province. Sans exagérer, je les ai tout appelés. Un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Finalement, j'ai trouvé un gars qui était à l'ancienne Lorette qui m'a aidé avec ma commande. Ouais, c'est bon. Il faut pas lâcher. Ben non. Puis, qu'est-ce que tu entrevois pour l'année 2020, là, compte tenu du contexte actuel? T'en as-tu déjà un autre sur la table? Pas encore, parce que ça me garde quand même très, très occupé comme projet. Je suis également en train de finaliser l'achat d'un chalet locatif avec des associés en Estrie. Et ce projet-là également aussi nous garde très, très occupés. Je suis également celui aussi dans l'équipe qui continue. Les deux, on a un parcours quasi identique, je te dirais, mais je suis celui qui a fait le choix de continuer de pratiquer comme ingénieur aussi. Donc, ce qui fait que je réussis à jongler tout ça dans mon quotidien. Mais les deux projets actuellement que j'ai sur la table, concrets, là, tu sais, que je sais qu'ils sont en train de se réaliser, ben c'est mon flip de duplex, c'est le chalet locatif justement que je suis en train de faire l'acquisition avec des partners. Sinon, j'ai plusieurs prospects que je travaille avec des partners ou seul, mais il y a rien de concret encore là, pour ces cas-là. Faut dire que il y a beaucoup de choses qui redémarrent maintenant là, donc même pour des flips, il y a plusieurs propriétés qui n'ont pas été mises sur le marché durant cette période-là. Et je me disais, bon, c'est correct, de toute façon, j'en avais les mains pleines actuellement. Ah, écoute, moi, je peux te le dire aussi de mon expérience, la machine était forte avant le COVID, ça roulait très fort l'immobilier. On a effectivement mis le Québec sur pause. Et je peux te dire, depuis l'annonce, même depuis vendredi là, ou jeudi, que le ministre s'est lâché, qu'il allait amener un plan de déconfinement et lundi et mardi, écoute, tout déboule. Là, tout le monde veut recommencer, on repart la machine.
Pour ceux qui pensaient là, que les prix de l'immobilier allaient chuter, là, je pense pas que ça va être le cas là, en tout cas pas pour tout de suite. Ça va dépendre encore de la crise, mais là, le marché recommence à chauffer. En tout cas, moi, de mon côté, niveau financement, c'est très, 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 très chargé, là, je te dirais. Là. Absolument. Beaucoup de demandes. Dont moi qui t'a contacté pour un multilogement à Sherbrooke, là, tu sais, dans ce cas-là. Donc, on voit que les choses commencent à débloquer, mais je dirais aux gens peut-être de faire attention pour ceux qui feraient un flip, par exemple, un quartier de luxe, tu sais, par exemple des propriétés que tu vendrais à Montréal, par exemple à Ville-Mont-Royal, ou tomber dans des quartiers comme Cartierville à Montréal, tu sais, des propriétés à 1 million, plus haut que ça. Le risque d'être plus important pour ce type de projet-là. Moi, je serais très prudent avec ça. Mais tu sais, des propriétés que tu vas revendre autour, même sur l'île, autour du demi-million, ou si tu vas tomber couronne nord, couronne sud, Montréal métropolitain, je vois pas si tu achètes au bon prix. Il faut juste être très prudent et de pas faire, tu sais, de faire de l'investissement immobilier et non pas de faire de la spéculation immobilière. Donc, de dire, alors, regarde, ça va continuer de monter. Donc, même si je paye un peu plus, c'est pas grave, tu sais, c'est correct, je vais foncer, mais ça, c'est risqué, de ce côté-là. Tout à fait. Tout à fait. C'est quoi, mettons, ton meilleur flip ou ton pire flip, si je te demandais ça en question, ou tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire? On commence avec le pire, là. C'est laquelle des histoires? Le pire flip était l'année passée. Ok, je le dis tout le temps en blague. Il y a une partie de Chomédé que je ne veux même pas passer à travers avec mon auto, là. Tellement que ça arrive, hein. Puis les gens, il faut pas qu'ils se découragent. Les gens qui disent que tous les projets, ça va bien, c'est numéro 1, c'est jackpot, mais c'est pas compliqué. Ils sont en train de mentir. C'est impossible. Ce projet-là, ça a pas été positif, disons ça comme ça, mais ce projet-là, j'ai eu des problèmes comme tu peux pas croire, même après la vente. Ça, c'est ma saga des ratons laveurs, là. Je te dirais ça, c'est le pire, là, celui-là. Quand tu es rendu justement que tu as une famille de 3 ratons laveurs qui se cachent dans le grenier que tu pensais régler, puis que tu es obligé justement de procéder, première des choses, tu as un Rambo qui rentre, puis que tu sais même pas là, que c'est ça, puis écoute, ça n'a pas été beau là, quand il est sorti de là. Remplacer tout l'isolant, décontaminer le grenier au complet. Après, tu dis, bon, good, là, je peux finalement arriver à mettre en vente. Et là, tu te rends compte, je savais que le terrassement était atroce sur cette propriété-là. Mon plan de match, c'était justement de faire un gros clean-up, tu sais, d'amener quelqu'un, puis vraiment faire le ménage au complet, d'enlever tout, parce que cette propriété-là était inhabitée quand même pendant plusieurs années. Puis il y avait des mauvaises herbes là, écoute, qui montaient à peu près ça d'eau, là, tu sais, partout. Donc, faire un gros clean-up, j'ai dit, on va essayer de voir justement qu'est-ce qu'on peut récupérer, mettre ça beau. Et là, quand que j'ai été justement faire ça, j'ai dit, oh, il y a de l'asphalte un peu partout dans la cour arrière, à côté de la maison, qui fait tout le tour de la maison. OK, ça, c'était pas prévu, mais là, le problème, c'est que je tombais en période, mon projet était fini, je le mets en vente, mais ça, c'était impossible de le voir avant. Et là, je fais faire une soumission pour voir justement, plusieurs soumissions même, pour voir combien que ça pourrait me coûter. Je dis, OK, bon, c'est un gros bill, là, correct, on va s'en occuper, mais le gars ne pouvait pas faire les travaux parce que le sol était encore gelé. Donc là, tous les acheteurs qui venaient voir, ils disaient, regarde, j'ai dit, j'ai la soumission, tout est là, tu as juste à acheter, puis tu peux l'exécuter. Je vais même le faire pour toi si tu veux. Non, non, tout le monde avait peur, tout ça, personne ne veut. OK. Ça reste sur le marché, ça se vendait pas à cause de ça. Je continue justement avec le projet et finalement, quand on a été excaver l'asphalte, peux-tu croire, on a trouvé un pied de profond d'asphalte. Quand que je me suis renseigné au voisin, le voisin m'a dit ah ouais, le propriétaire précédent, quand il était plus jeune, il y avait pas le propriétaire plus jeune, mais le propriétaire avant le propriétaire de qui j'avais acheté, le gars avait une compagnie d'asphalte. Donc, à chaque fois qu'il y avait des excédents, il venait, il en dompait dans sa cour, puis il nivelait ça. Ce que ça fait que j'en avais un pied de profond. Hey, tu parles d'une job, là. C'était le bulldozer qui rentre là-dedans. C'était terrible. Mais, comme toute chose, ça s'est vendu en fin de compte. Je suis content, moi, les personnes qui ont acheté parce que le projet était bien fait. Le travail était bien fait. Les gens sont quand même très, très satisfaits de ce côté-là. Donc, ça, je te dirais, ça a été le pire, là, celui-là. Le meilleur, ça a été une reprise de finances que j'avais acheté. Cette propriété-là
avait un problème de structure majeur. Hein, je le dis toujours, hein, moi j'achète les dompes. Donc c'est ça que j'aime. C'est mon créneau là quand je vais exploiter comme projet. D'ailleurs, j'incite beaucoup les gens. Jessica me demande si je vais faire le cri du raton. Je pense que le cri du raton là, il est rendu à la retraite. Là. Le cri du raton. Il y en a plusieurs qui l'ont entendu. D'ailleurs, justement, je le mentionne, j'en profite. Si jamais il y a des gens qui ont des propriétés à vendre qui sont en mauvais état, tu sais, des propriétés quand même fatiguées, qui veulent justement vendre rapidement, peu de conditions, appelez-moi, très facile. 514-503-5988. Appelez-moi, ça va me faire plaisir, c'est sans engagement. Puis justement, voilà, je me suis plugué sans même me gêner en plein milieu de ton live comme ça. Mais non, je suis fou que tu t'es plugué, effectivement, c'était correct. Je te suggère peut-être de le taper dans le chat qu'on a de BeLive. Comme ça, les gens vont l'avoir. Tu devrais l'avoir sur à peu près de. Moi, je peux pas. Moi, je le vois. Moi, je peux pas le. Moi, je peux pas le taper. Bon. Ah, attends. Je sais pas si. Non, ça, c'est juste pour toi et moi. Si toi, tu es capable de le faire, de toute façon, c'est facile. Avec un nom comme le mien, ils ont juste approché sur Facebook, ils vont me trouver. Là. Il y en a un. Oui, effectivement, mais je vais l'écrire. Regarde, tu peux répondre à la question peut-être de Serge en première année. On nous demande pour un premier flip, est-ce que les ouvriers vont être difficiles à trouver avec les retards accumulés? Ça se peut, oui. Ça se peut que tu aies de la misère à trouver des sous-traitants quand que tu vas réaliser un premier flip. Ça, c'est la clé parce que justement, des choses qu'on enseigne chez Mots Facile, hein, nous, les deux, on est les gars qu'on aime beaucoup. Justement le flip de ce côté-là. Une des choses qu'on va enseigner, c'est que quand tu es dans ta préparation de ton projet, c'est très important. Tes corps de métier, c'est important de garder un contact très serré avec eux et de s'assurer pour justement les réserver et s'assurer qu'ils soient là. Et vraiment de faire des suivis. Là. Tu peux pas prendre pour acquis que tu vas rester justement assis sur tes deux mains. Puis même si le gars t'a dit il y a 3 semaines, là, je vais être là lundi, ça se peut pas. C'est des travailleurs de la construction, là. Hein? C'est pas des présidents de multinationales qui ont une adjointe qui gère leur agenda. Hein? Donc, il faut que tu t'assures que tu restes dans le top de leur liste. D'ailleurs, ça fait partie des choses que je fais. Je fais des suivis même quand ils sont sur mon chantier. Ça veut pas dire que je suis là tous les jours, là, à les surveiller. De toute façon, ça va leur taper ses nerfs quand que tu fais ça. Mais je fais des suivis, je dis, manques-tu de quoi? As-tu besoin de quelque chose? T'as-tu pu régler tel problème? Puis ça se fait bien là, de ce côté-là. Et quand que il y a différents types d'entrepreneurs. Il y en a certains que, justement, ils vont être vraiment pas chers, mais il faut que tu fasses, justement, moi, j'appelle ça du babysitting, là, tu sais, que tu es là vraiment, puis mais ça, j'ai pas de patience pour ça. Là. Mon gars, un matin, là, il était là à 7 heures. Là. Je sais, il est là en train de travailler, puis je l'ai texté justement très tôt ce matin pour lui dire hey, finalement, la commande de Gyps, je vais la faire livrer, tout ça. Il t'en manque-tu des feuilles, et ainsi de suite. Puis tu vois, il m'a répondu, il dit ouais, pour le moment, dans mon temps, c'est correct, je suis déjà là, je travaille. Excellent. C'est ce que je veux, des gens autonomes. Mais il faut se prendre d'avance. Il faut pas attendre la dernière minute. Il y a des services, si tu es mal pris, il y a des services que tu peux aller rechercher sur Internet et qui vont te trouver des entrepreneurs. La seule chose, c'est que quand tu n'as pas une vraie référence de quelqu'un, c'est d'un ami, d'une connaissance, un coach d'Imo Facile, les groupes Facebook d'Imo Facile, c'est dur parce que quelqu'un t'a pas dit justement c'était quoi son vécu avec cette personne-là. Ça compte pour beaucoup, là. Beaucoup. Tout à fait. Excellent. Merci. Hey, ça me fait penser à une anecdote, OK? C'est j'ai un ami que dans le fond m'avait lui aussi justement il fait des flips, un très bon ami à moi. Et il m'avait parlé de son gars de démolition. Peut-être même qu'il est en train de regarder le live ici là, je sais même pas, on verra bien là. Serge, si tu regardes, tu pourras commenter. Et il m'avait parlé de son gars de démolition qui était un type assez particulier. Lui avait fait un flip avec lui. Et dans son cas à lui, lui avait été prendre un gars que dans le fond faisait de la démolition, mais le gars il est très vite, il est pas cher, mais le jugement manque un peu. Il a dit regarde, il dit tu me strippes et il dit moi je reviens tantôt. OK, parfait. Quand il a dit ça, il revient à la maison, le gars a enlevé tout le gyps. Il a arraché les prises électriques, il a arraché les interrupteurs. Il a arraché l'évier pendant que l'autre est encore dessus. Écoute, le gars, il s'est défoulé, là. Donc là,
mon ami rentre dans la maison, il n'y a plus de chauffage, il n'y a pas de lumière, tout est dans le noir, il y a une inondation dans le sous-sol. Il dit, man, qu'est-ce que t'as fait? Mais le gars, il dit, ben écoute, tu m'as dit tout arraché. Ah oui, c'est tout arraché, mais il y a du jugement là-dedans. Pourquoi t'arraches les pieds? Puis tout était vivant, là, tu sais, lui, pas de problème. Il dit, ah oui, on arrache ça, tout est vivant, tout est, OK. Il dit, la prochaine fois, je vais être plus précis avec lui, là. N'arrache pas les interrupteurs, s'il te plaît, tu sais. Quand que lui est distribué, c'est voulant dire, ben, enlève le gyps, les comptoirs, les armoires, mais là, ferme l'eau, là, avant que t'arraches les pieds. Des surprises de flip. Ça, il peut en avoir des surprises de flip. Ah, définitivement, définitivement. Petite question en rafale. Vrai ou faux, est-ce que tu peux faire tes travaux dans ton flip? Dans mon cas, non. Je peux rien faire. Je peux même pas passer le balai dans mon flip. La manière que la réglementation fonctionne au Québec, tout ce qui est un flip, première des choses, est sous la juridiction d'un entrepreneur général. Ce qui veut dire que la personne qui exécute le flip, donc le promoteur, soit que lui doit avoir sa licence d'entrepreneur général, ou son associé qui a au moins 50% des actions votantes dans la société, lui a sa licence d'entrepreneur général. La RBQ appelle ça une rénovation spéculative. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, il y a la CCQ. Donc, la CCQ va gérer tous les corps de métier qui sont présents dans la province. Ils vont s'assurer de faire, si tu veux, je sais pas si on peut appeler ça la police de la construction, là, mais s'assurer que justement les conventions collectives en vigueur sont respectées. Donc, dans mon cas, moi, je suis ingénieur de formation et en réalité, je ne suis pas un travailleur de la construction. Donc, je ne peux réaliser aucun travail sur mon chantier, sauf certains éléments qui ne sont pas couverts par décret. Par exemple, le paysagement. Donc, je peux tondre la pelouse. Je peux mettre la tourbe. Ça, j'ai le droit de faire ça. C'est sur ma licence d'entrepreneur général d'ailleurs. Je l'ai. À part de ça, moi, je peux rien faire. Mais disons que quelqu'un est un travailleur de la construction. La personne a sa licence d'entrepreneur général, mais il a également sa carte de compétence de la CCQ comme charpentier-menuisier. Alors, dans son flip, il a le droit de faire charpenterie-menuiserie, mais that's it. Tout comme un maître électricien qui aurait le droit totalement de faire son électricité de bout en bout, ça aurait le droit de le faire. Aucun problème. Mais le reste, il n'a pas le droit de le faire. Il peut juste coordonner les corps de métier. OK. Deuxième question. Vrai ou faux? Ça prend de l'argent pour faire un flip. Un flip est intensif en capital. Cet aspect-là, oui, c'est vrai. Ça dépend du type de flip que tu fais. Donc, quand comme moi qui aime beaucoup acheter des dompes, ben des dompes, c'est intensif en capital. Hein? Tu peux pas juste arriver, passer un coup de balai et remettre ça en vente. Là. Ça se fait. Tout est possible. J'ai un projet que j'ai fait l'année passée que c'était exactement un cas comme ça. Même si c'était une dompe, tout mon profit est un profit à l'achat dans ce cas-là. Mais il y a différents types de flips. Tu peux trouver, par exemple, une propriété, tout ce que ça va demander de faire un ménage intérieur. Disons que c'est des ramasseurs compulsifs. Et là, tu vides la propriété au complet. Ça se peut que ça va coûter 3-4 voyages d'un conteneur 40 berges. Et après ça, un nettoyage, une peinture, tu remets ça en vente. Ça, c'est ce qu'on appelle un flip maquillage. Ça coûte pas très cher. L'autre option, qui est pour tout type d'investisseur immobilier, l'immobilier, ça coûte l'argent. Hein? Il y a une mise de fonds, il y a un risque financier, mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui es obligé justement d'aller fournir ce capital-là. Tu peux avoir un associé qui est ton partenaire financier, et avec ça, c'est là que justement tu peux aller de l'avant et justement aller chercher des sous pour réaliser ton flip. Comment tu finances à peu près tous tes flips? C'est-tu pas mal toujours la méthode partenaire? Comment tu fonctionnes? J'ai certains projets qui sont avec des associés, donc avec un partenaire. J'ai certains projets que je vais utiliser de mon propre capital aussi, dans ce cas-là. Puis c'est presque toujours avec un prêteur privé. Tu peux aller avec une banque. C'est compliqué. C'est compliqué, puis il faut que tu comptes toutes sortes d'histoires, puis même là, aujourd'hui, tu arriverais avec ce type de projet-là, une banque, avec le contexte actuel du financement, que c'est sûr, toi, tu le vois, là, tu sais, cette réalité-là comme courtier hypothécaire, c'est sûr que les banques, les coffres-forts sont un peu plus fermés, là, de ces temps-ci. Ben, c'est sûr. Ça n'a jamais été, dans le fond, populaire pour les banques de faire des flips parce que, premièrement, au taux d'intérêt qu'ils chargent, faible taux,
La faible durée, premièrement, ils font presque pas d'argent. La demande en tant que telle va coûter plus cher à faire que ce que ça va rapporter. Donc, il n'y a pas ça. Il y a le côté aussi spéculation qui est à un niveau risqué beaucoup plus haut. J'ai toujours dit que si les banques pouvaient sortir peut-être un produit qui pourrait être intermédiaire avec un taux d'intérêt plus élevé, un 6 ou un 7 peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire, mais on n'a pas encore ce produit-là. C'est pas encore quelque chose qui est fait. Voilà. Et Desjardins, d'ailleurs, c'est une des places où tu es capable potentiellement, si tu vas à un centre des entreprises, mais ils vont quand même regarder toi comme individu. Puis c'est là qu'ils vont décider si du côté commercial, ils vont octroyer un prêt ou non. Mais les délais sont très longs. Hein. Quand tu fais un traitement de dossier de leur côté, là, ça peut être un 4 à 6 semaines facile de ce côté-là. Tout à fait. Ben justement, quand tu as une entreprise, une autre méthode de financer, c'est que tu peux peut-être t'aider de marge de crédit. Fait que c'est une entreprise, t'es RBQ, t'es dans la rénovation. Effectivement, Desjardins sont un des premiers qui vont pouvoir t'offrir une marge de crédit d'entreprise, souvent effectivement basée un peu aussi sur l'individu en arrière, mais qui peut varier. Écoute, j'en ai dans deux de mes compagnies différentes, là, une dans mes multis, puis une dans ma compagnie de... Non, c'est deux compagnies de multi, c'est vrai, à cette heure. Avant, c'était une compagnie de flip. Mais c'est facilement de 30 000 à 100 000 qui peut être octroyé en marge de crédit. Fait que c'est un outil important, peut-être pour les rénovations ou pour justement jouer d'effet levier là, entre 2 flips, 3 flips, dépendamment comment on peut en faire en parallèle. T'en fais-tu plusieurs des fois en parallèle de ton côté, Gilbert? Oui. Ça va arriver, définitivement. C'est toujours une question pour moi de côté gestion de temps aussi, là, s'assurer de faire ça. Donc, je veux m'assurer que la qualité ne va pas être sacrifiée dans ce cas-là et que mon attention est à la bonne place aussi. Mais oui, habituellement, essentiellement, c'est une question avoir le focus sur tes projets. Est-ce que avec les différents types de projets, parce que je ne fais pas juste du flip, je regarde également du multi, du chalet locatif et d'autres créneaux d'immobilier aussi. C'est ce qui fait que je dois bien gérer mon temps en faisant ça parce que c'est comme une plante. Hein? Si tu lui donnes pas de l'eau, à un moment donné, il va mourir. C'est exactement ça. Ça, c'est sûr. Excellent. Écoutez, si jamais il y en a qui ont des questions par rapport au flip, dans le fond, n'hésitez pas. On est là. Vous pouvez poser vos questions. On a Nadine qui cherche aussi des deals dans la région de Gatineau. Donc, qui a besoin d'amour. Nadine, qui est une étudiante des mots faciles VIP, qui a fait aussi plusieurs flips. On pourrait même la joindre avec nous en ce moment, puis elle pourrait parler sûrement de beaucoup d'expériences qu'elle a faites. Donc, très, très bonne, Nadine. La question que je me posais, Gilbert, dans tes rénovations que tu fais au niveau de tes flips, tu sais, c'est quoi le top 3 des rénos que tu vas faire, mettons, tu sais, pour vraiment, on se le cachera pas, là, pour donner une émotion à l'immeuble, tu sais, pour créer un wow, ça va être quoi ton top 3 des rénos que tu vas faire pas mal dans toutes tes flips? C'est sûr, cuisine et salle de bain, pour moi, c'est un must. Ça, c'est un incontournable. Je vais être également celui qui va être même très prudent parce que dans un flip, tu n'es pas toujours obligé de, par exemple, remplacer toute une cuisine quand il va être là. Mais même l'odeur à l'intérieur des armoires, il faut faire attention avec ça, dépendamment de ton prix de revente. Tu peux arriver dans une situation où justement des vieilles armoires, il y a une certaine odeur qui est dedans, hein, des fois qui est pas très agréable. Et tu décides de recycler les armoires, ben tu ouvres la porte, puis les gens vont l'ouvrir, c'est naturel, ils vont ouvrir les portes des armoires. Si ça sent mauvais, l'effet wow va être un peu tué avec ça. Moi, c'est cuisine, salle de bain. Ça, je te dirais, c'est le top de la liste. C'est très, très, très important. Tu remplaces tout. Je remplace tout. Ça veut pas dire que je vais mettre une cuisine de 40 000 piastres. C'est trop, là, souvent pour les projets que je vais mettre. Mais il faut vraiment regarder les différentes options. Qui va te fabriquer ta cuisine, à quel prix, qu'est-ce que tu vas trouver. J'ai déjà acheté du stock, par exemple, même sur Wayfair, acheté en ligne pour des vanités de salle de bain. Tu peux trouver toutes sortes de choses partout, là, pour ça, de ce côté-là. Donc ça c'est la première chose. À mes yeux, à moi, c'est ce qui est de plus important. La deuxième chose, ce serait, je pense, une évidence, c'est de la peinture. Ça, c'est très, très, très important. Et que la peinture soit bien faite, ça soit faite par un professionnel. Quelqu'un que tu vas embaucher en dessous de la table qui peinture ici et là, ou même tu sais, des services où ce que tu as des étudiants qui vont venir peinturer, ça place dans un logement, mais pas dans un flip. Ça va paraître. Ça va paraître. Si tu vois que le rouleau a frappé le plafond à chaque deux coups de rouleau là, qui a frappé, j'ai déjà vu ça là, dans des projets. Je dis,
Wow, ça, c'est un manque de finition flagrant, là. Ça, c'est mon côté un peu plus perfectionniste. Ça, je tolère pas ça, là, tu sais, Tout à fait. justement, de mes métiers, là. C'est pas acceptable. La troisième chose, puis les gens souvent ne vont pas y penser, l'éclairage. Tu peux avoir une propriété qui a justement des couloirs qui sont un peu plus étroits, des pièces un peu plus petites. L'éclairage peut faire un monde de différence. Ajouter Bon des point. encastrés dans un projet, c'est très, très, très beau et ça change totalement le look de la propriété quand que tu rentres dedans. Tu n'es même pas capable de la reconnaître dans des cas comme ça souvent. OK. Ah bon, on a une couple de questions. Je n'avais pas descendu le fil. On a Man le gnocchi. Comment fait-on pour connaître les projets de la ville, par exemple, dans un secteur, s'il va y avoir une école, un parc, un centre commercial? C'est sûr que si tu vas participer, première des choses, si tu t'impliques au niveau de l'urbanisme, ça, je pense, tu as déjà été, toi, tu as déjà siégé sur des CCU? Oui, pendant 4 ans. Ah, ça, c'est une belle piste quand que justement tu vas savoir ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est demandé. Ça, c'est une belle façon de le savoir. L'autre façon de le savoir, parce que là, tu es en phase plus avant-projet. Si tu vas faire un flip, c'est sûr que ta période de temps est plus restreinte. Un endroit où ce que tu pourrais aller regarder, c'est les appels d'offres au niveau de la ville, voir qu'est-ce qu'ils sont en train de demander en termes d'appels d'offres. Mais même là, ça se peut que tu sois quand même d'avance. La meilleure affaire, c'est justement de voir, quand tu te promènes dans des secteurs, tu vas le voir, le redéveloppement d'un secteur. Tu es capable de le voir. Tu commences à voir qu'ils sont en train de rajeunir une rue, une artère principale. Puis c'est de connaître son secteur. Donc, par exemple, l'île de Montréal, je connais très, 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 très bien ça. Ça fait des années que, justement, je suis un Montréalais en l'âme, donc je connais très bien ça. Amène-moi, par exemple, à Alma, ben, c'est pas mon secteur, là, tu sais, je saurais pas quoi faire là-bas, là. Ça veut pas dire que je suis pas capable d'exécuter un projet là-bas, mais pas seul. Ça me prendrait quelqu'un du coin, justement, pour qui Ben, connaît bien le coin. effectivement, je pense que la ville est la meilleure place pour le connaître. Donc, quand tu es dans ta zone, dans ton secteur, je te dirais même ton conseiller municipal est une personne que tu peux contacter et échanger avec lui où est-ce qu'il voit les prochains développements au niveau de la ville. Ça leur est présenté. D'assister, c'est plate, là, peut-être, à la séance de la ville mensuelle. Donc, c'est des choses qui vont vous tenir au courant, vous impliquer dans le CCU. C'est des choses qui peuvent vous tenir au courant sur le développement de la zone. Absolument. Nancy, que je sais qu'il y a une compagnie de toiture, nous parle aussi que elle a un petit peu aussi, effectivement, là, les gars sont organisés, moins organisés, mais fort possible que le retard, même que l'an passé, n'ait pas été récupéré avec la COVID. Fait que, elle nous parle de ça. Karine, quels sont les outils logiciels de design que vous utilisez pour visualiser les rénaux envisagés avant de réaliser concrètement? OK. Dans mon cas, moi, je n'ai aucun talent de designer. Je suis même pourri là-dedans. Je suis très, très bon pour savoir comment tout bâtir. Mais demande-moi quelle couleur choisir. Misère. J'ai aucun talent là-dedans. Ma pauvre conjointe, elle a souffert largement avec ça quand elle m'a demandé mon avis sur les affaires. Ben, à chaque fois, la réponse est qu'est-ce que t'aimes, toi? C'est toujours ça. C'est là que, dans le fond, moi, cette faiblesse-là, je la connais très, très bien. Donc, je m'embauche une bonne designer pour m'aider. Et elle utilise l'outil SketchUp pour faire tout ce qui est le montage de design. Tous les plans sont faits avec ça, justement. C'est pas des plans d'architecture, mais c'est suffisant pour les chantiers qui vont être là. C'est en Donc, ligne, ça, comme outil? C'est un outil qui est je en pense que ligne, je oui. pense. Ouais, je pense que C'est oui. Moi, gratuit? je m'en suis jamais servi. Tu peux avoir une licence gratuite, mais elle, je pense, elle a une licence professionnelle, là, elle, de son côté. OK. Donc voilà, Karine, ta question. On a Marc-André Giroir qui nous demande pour les cartes d'apprenti, pour les cartes de compétences, ça prend-tu apprenti ou compagnon pour travailler dans son flip? Si tu travailles seul, là, tu dois avoir ta carte de compagnon. Tu peux pas être apprenti. Sinon, parce que ce qui va arriver, ça, il y en a plusieurs. En passant, il faut faire attention quand on pose la question. J'en ai un, dans le fond, qui m'avait... J'étais curieux, hein, donc c'est une référence que j'avais eue. J'ai demandé, là, j'ai dit, t'es maître électricien? Ah oui, il dit, ça fait 20 ans que je fais ça. OK. Le bonhomme n'a jamais été justement jusqu'au point de devenir compagnon. Il restait apprenti. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, ben là, tu sais, j'ai un chum qui va te faire une facture, puis de ci, puis de ça. Ça commençait à être pénible. Premièrement, c'est pas permis, OK, de faire ça. Et là, j'ai dit, ben, combien tu me chargerais pour ça? Hey, c'était
je pense que c'était 1000 pièces, c'était 1000 pièces de moins que le gars qui me fait ça legit, là, tu sais, en bonne et due forme. Ouais, non, ça vaut pas la peine. Regarde, je vais prendre le gars qui est habitué, puis le gars opère, là, tu sais, ça a été un bon choix. OK. Revends-tu, dans le fond, je sais que tu peux avoir ta carte d'apprenti, mais tant que tu as un compagnon sur place, tu sais. Je pense que c'est ça qui est important. Oui, tu peux, si tu es apprenti, toi, tu as le compagnon qui est là, il n'y a pas de problème, là, parce que c'est le compagnon qui prend le lead, donc tu es subordonné à lui, et dans ce cas-là. Oui, absolument. C'est la même chose aussi si tu as ta licence RBQ comme entrepreneur spécialisé, en autant que il y a un entrepreneur général qui est sous la gouverne d'un entrepreneur général, il y a pas de problème. C'est correct. Tu as le droit d'être sur le chantier. OK. On a Michael qui nous pose la question, revends-tu avec TPS TVQ puisque tu strippes tout très souvent? Je ne strippe pas tout très souvent. D'ailleurs, je fais très attention de ne pas faire ça. La raison est fort simple. Quand que moi, je vais revendre avec TPS, si je revends avec TPS TVQ, ben, qu'est-ce qui va arriver? La personne, disons, c'est une jeune famille, c'est une maison que je strippe tout, je réisole tout, j'arrache les planchers, j'arrache les murs, je refais tout, là, tu sais, de ce côté-là. Si tu te rends à ce point-là, ben, tu vas devoir fort probablement vendre avec TPS et TVQ. L'acheteur là qui va venir te voir, lui, ça change rien dans sa tête là que justement tu lui charges 15% plus cher, là, même si tu lui dis tout ce que tu veux que non, mais c'est pas pour moi, ça va au gouvernement. Pour l'acheteur, ça change rien. Donc, si tu fais ça, il faut que tu t'assures que tu sois compétitif avec les gens qui sont en train de vendre dans ton secteur parce que toi, tu vas compétitionner avec l'existant ou des gens comme moi qui ont fait très attention pour justement pas tomber et être obligé de charger la TPS et la TVQ. Il y a par contre une précision qu'il faut appeler. Je pense que quand le bâtiment est rénové à plus de 90% de sa structure, tu as l'obligation de Exact. Et dans ce cas-là, quand que tu te rends à ce point-là, il y a une liste ça de long là, sur l'Agence de revenus du Canada qui va te dire exactement quand est-ce que tu es rendu à ce point-là. C'est pas simple. Là. Tu lis, là, il faut que tu lises ça à tête reposée, justement. Quand que, les si et les mais et les conditions que tu vas être. Donc, faut faire attention avec ça. OK. Le taux des banques est très bas ces jours-ci. Est-ce que la tendance est la même pour le prêt privé? Bon, je peux peut-être répondre à celle-là. Je te dirais, Pierre-Luc, non, je te dirais que on est pas mal encore dans la même lignée au niveau des taux pour le prêt privé. Ce qui est très bas présentement, c'est les taux assurés CHL multilogement. Là, écoute, des taux en bas de 2, du 1.5, du 1.6, du 1.8. On voit tout ça là, présentement. Mais pour, mettons, faire du flip, le taux reste relativement similaire. Je te dirais même par les prêteurs privés, les dossiers sont à regarder un petit peu plus à la loupe compte tenu du contexte. T'sais. Donc, la capacité de réinjection va être là, la garantie. Bon, plus de vérification, c'est pas impossible d'en faire, mais il n'y a pas de baisse pour les taux privés. Michel nous pose la question. Pour faire un flip, ça prend une licence d'entrepreneur. Je pense alors que vous devez l'avoir, n'est-ce pas? Fait qu'effectivement, Gilbert, tu as ta licence d'entrepreneur général. Hein? Absolument. Tout à fait. Absolument. Donc, la notion aussi, c'est pas suffisant de juste aller faire les examens. Tu dois également te porter répondant pour la compagnie qui est en train de réaliser le flip. On le dit souvent, là, ne faites pas des flips à votre nom personnel. C'est très très est en caractère gras et souligné avec des lumières qui flashent autour, risqué. Risque de poursuite en vice caché, hein? Faut pas le cacher, c'est le cas de le dire. Donc, dans ce cas-là, il faut également non seulement que tu aies ta licence d'entrepreneur général, mais il faut que tu te portes répondant pour la société. Tout à fait. Et par contre, un flip, on pourrait dire, oui, un flip, on imagine souvent ça au côté rénovation. Mais on pourrait faire un flip tel quel, on achète une propriété en bas de la valeur marchande, où on divise le terrain pour revendre le terrain et ensuite la propriété, on fait aucune rénovation. À ce moment-là, la licence d'entrepreneur ne s'applique pas. Exact, parce que tu fais pas de travaux. Quand tu ne fais pas de travaux, ben, tu n'as pas besoin de la licence d'entrepreneur général. La minute que tu fais des travaux. C'est ça. Absolument. Excellent. On a Julie Turgeon qui nous pose, avez-vous des références d'agents d'immeubles qui peuvent nous aider avec des reprises de finances? C'est le temps de plugger des agents? Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs là-dedans. Écoute, on fait tout le temps, on a un grand réseau, hein, que ce soit toi, que ce soit moi, on l'a bâti avec soin. Donc, on en a plusieurs. Je dirais pas il y en a un en particulier, mais soyez à l'affût de ce cas-là. Regardez la personne qui le fait dans votre secteur. Là, écoute, nous, on a on a des amis un peu partout là, dans le milieu, donc on en connaît plusieurs, mais soyez à l'affût dans votre secteur. Quand vous allez le voir, souvent, les courtiers vont se spécialiser dans un certain créneau. Il y a certains qui vont en prendre beaucoup, justement, des reprises de finances comme ça, parce qu'ils font quand même du volume avec le même créancier hypothécaire. OK. Fait que t'as pas de nom? J'ai pas de nom particulier dans ce cas-là. Celui qui a un qui ne fait que ça. Parce que ce qui arrive, c'est que moi, j'y vais plutôt avec l'approche de mon courtier que j'ai une grande relation d'affaires avec depuis longtemps. Dans son cas à lui, dans le fond, lui va chercher dans les créneaux que je recherche, que ce soit reprise ou non. Pire aller, là, ajoute-moi sur Facebook, là, puis je t'enverrai la référence, Bon, Julie. Ça me fera plaisir. t'as le numéro de téléphone à Gilbert plus haut dans la liste que j'ai rajouté aussi. C'est vrai. Oubliez pas mes dons, hein. Moi, j'aime ça, les dons. Oui. Donc, Nancy nous confirme effectivement que le compagnon a droit de superviser un apprenti. Il y a des réponses qui se font entre les gens. Qu'est-ce que c'est une réponse là? James, le programme SketchUp est rendu à une licence payante. Ah, merci James de l'information. Revient à près de 400 pièces fait que la licence. C'est bien, c'est de l'argent bien investi pour les gens qui font du design, oui. sincèrement. Là. Pour moi, c'est incontournable. C'est bien fait, hein. Ils peuvent même faire des espèces de walkthrough en 3D, là, tu sais, que tu vois la propriété. C'est très beau. Là. D'ailleurs, ça va faire partie de la dernière partie de mon projet que je vais justement intégrer ça dans mon listing. Là, tu sais, avec les. Oui, je vais faire du staging, mais je vais également mettre ça, là, ça va faire beau là, en même temps. OK. Des références pour designers, ben écoute, je pense qu'on peut, Karine Renard me demande ça, on a eu une excellente présentation, je pense, de Marie-France Spooner la semaine passée à la soirée Montfossil. Marie-France est assez talentueuse même pour faire ça virtuellement, pimper vos logements ou tout ça, fait que ça en est une, mais effectivement, il y en a plusieurs autres aussi, même dans la communauté d'Imo Facile. Rob, nombre de mois en moyenne pour un projet et combien d'heures par semaine tu travailles sur un projet? Excellente question, ça. Quand tu vas regarder un projet en particulier, typiquement, tu dois viser entre l'achat et la vente un 3 à 6 mois pour ton projet. Tout va dépendre de la quantité de profit que tu fais, de l'envergure des travaux que tu vas réaliser. Donc, dans mon cas à moi, je vise plutôt 6 mois et non pas 3 mois. La vraie réponse, c'est le plus vite possible parce que il y a rien qui va rendre, en particulier si c'est un prêt privé, il y a rien qui va rendre ton prêteur privé plus heureux que de se faire mettre dehors plus tôt. de ton projet parce qu'il y a des termes minimales hein, qui viennent avec un prêt privé et dans ce cas-là, si tu le mets dehors plus tôt, mais tu vas lui payer le minimum. Il va être bien heureux de ça parce qu'il va récupérer ses sous, il va être capable de le prêter à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et combien d'heures que j'ai investi dans un projet? Oui. Très dur de répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que, je sais pas pour toi, Jean-Luc, mais pour moi, calculer tout mon temps à la minute près, je suis extrêmement bien organisé. Mais de savoir où va tout mon temps dans mes projets, j'utilise quand même beaucoup mon jugement pour savoir qu'est-ce qui est le plus payant, où est-ce que je mets mon temps. Mais me demander combien d'heures que je mets là-dessus, très difficile de dire. Ce matin, tu vois, j'étais debout à peu près 4h30, j'étais debout et je faisais de la gestion pour mon chantier, là, suivi de factures, faire des chèques, différentes affaires, là, tu sais, ce cas-là. Mais ce temps-là, c'est pas comme si je comptable, c'est pas une job, hein. Ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Donc, tu vas investir beaucoup, puis les retombées viennent de ça aussi, là, de ce côté-là. Donc, si tu ne t'occupes pas de même chose, tu t'occupes pas de ta plante va mourir. Ben c'est ça, mais mettons en projet, tu sais, c'est pas 40 heures semaine, là, tu vas passer là-dessus, là, c'est non, absolument pas. 10-15 heures, quoi. Absolument. Ouais, à peu près. Ouais, ça a de l'allure, ça. Ça a de l'allure, ça. Beaugrand nous pose bonjour, est-ce qu'en étant apprenti, je peux être sur les lieux de travail sans le compagnon? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire un flip, c'est incorporé? Fait qu'on a deux questions.
Je pense que la première, tantôt, tu y as répondu, là, on peut pas être apprenti tout seul sur un chantier, ça prend absolument un compagnon. Puis la Toujours deuxième, dans les notions de faire toujours dans les notions où tu fais un travail. Tu sais, si tu ne fais pas de travail, ben, tu peux être là si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu n'as juste pas le droit de travailler. OK. Puis l'autre aussi, tu y avais un peu répondu tantôt, est-ce qu'on doit être incorporé, c'est la meilleure façon d'être incorporé pour faire un flip? Absolument. Absolument. Il faut pas prendre ce risque-là. Là. C'est beaucoup, Ben, beaucoup, c'est beaucoup une trop risqué. protection. Puis les gens, il faut. Absolument. Absolument. Puis il faut pas prendre ça non plus comme interprétation de dire aux gens je dois me comporter comme un sauvage là, tu sais, quand je fais mon chantier. Tu rencontres un problème, tu le caches pas derrière un mur puis le refermer là, tu le corriges là. J'ai souvent des imprévus dans mes projets parce que je veux m'assurer de bien faire mon travail, de bien livrer un projet de qualité. Imagine une jeune famille rentre là-dedans et puis trouve toutes sortes de cochonneries derrière les murs que toi t'as pas géré. Tu l'as vu, Ah ouais. c'était le temps de le corriger. Par exemple, dans mon flip, j'ai strippé la salle de bain. J'ai trouvé, je pense, 4 jonctions cachées derrière ça. Qu'est-ce que je fais? Je referme-tu le mur? Mais non, non. Je remplace le conducteur en question qui est là. C'est super facile. Moi, tout est ouvert. Donc, avant de refermer le mur, ben, mon électricien le sait déjà quand il va rencontrer ça, il va le remplacer tout simplement dans ce cas-là. Excellent. Gilles Leroy nous pose la question, doit-on prévoir plus de temps pour la réalisation de flip revente vu la situation actuelle? Moi, je dirais que oui. oui. Moi, je préfère. Tout est plus Oui, laid absolument. présentement. Absolument. 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 Puis aussi, tout va dépendre du temps où ton projet va être sur le marché. Donc, moi, je m'attends à ce que mon projet soit sur le marché justement à la fin de l'été. Ça a tendance à être un peu plus mollo à la fin de l'été. C'est les vacances aussi. De ce côté-là, c'est correct. C'est ce que j'avais prévu de toute façon dans mon projet. Mais je me dis, il va probablement, rendu cette période-là aussi, les gens qui vont avoir démontré de l'intérêt, ça devrait être vendu. L'avantage aussi de ce projet-là que je suis en train de faire, c'est que j'ai des revenus qui rentre en cours de route. C'est un duplex. Donc, j'ai un locataire qui est présent au deuxième étage. Et si jamais le projet ne se vend pas tout à fait comme j'avais prévu, ben, je peux toujours le louer et attendre justement, différer ma vente dans le temps et avoir un locataire qui va être présent là en même temps. C'est sûr que j'aimerais mieux le vendre directement et de faire un cash-out immédiatement, mais c'est important en immobilier d'avoir des plans B aussi. Tout à fait. On a Marie-Claire Goyer. Est-ce qu'avec les rénaux, est-ce vraiment payant en bout de ligne de faire des flips? Revenu de combien en pourcentage environ? Je suis pas sûr de tout comprendre. Bon, comment? Est-ce qu'avec les rénaux, c'est payant de faire en bout de ligne, de faire avec des flips? Je pense que c'est un peu une notion de calcul ici. Non. Ben il faut, première des choses, la question est-ce payant? Ben, tu dois le calculer. Ça, c'est la clé. Faut faire attention avec les gens qui te lancent des pourcentages à gauche, à droite, parce que, par exemple, quelqu'un qui dit qu'il a fait, tu sais, qu'il a fait j'ai dit, moi, je fais 20% de rendement systématiquement. OK. Mais ça dépend de la valeur de la propriété, ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres là-dedans, tu sais, de ce côté-là, quand tu veux le regarder. Par contre, quand tu parles de dollars, ben que tu dis, moi, j'ai fait 50 000 sur mon projet. Et ça parle, là, tu sais, c'est tangible. C'est pas un pourcentage qui est basé que tu vois pas sur des éléments, là, de ce côté-là. Donc, oui, ça peut être très payant, définitivement. De ce côté-là, la clé, c'est d'être capable de bien calculer. Génial. Mario Bouchard nous pose, salut Gilbert, pour bien se protéger financièrement, il faut tout transférer nos profits dans un flip, dans une compagnie de gestion? C'est certain que quand tu es en train de réaliser un projet comme ça, moi, je suggère pas aux gens de laisser des actifs dans cette compagnie-là. Parce que ces compagnies-là, veut pas, à un moment donné, peut être exposées en termes de poursuite. Donc oui, définitivement, je te suggère définitivement de faire ce geste-là. D'ailleurs, notre ami Luc Audet, hein, c'est ce qui enseigne tout le temps dans les cours IMO Facile. Donc moi-même, gradué du coaching double, je suis ça à la lettre. Je suis à la lettre ce que mes mentors m'ont enseigné. Fait que tu as appliqué pas mal toutes les recettes. Ça fait le tour pas mal moi, de j'ai la chance. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir mon bon ami qui était mon coach aussi en même temps. J'ai rencontré Ghislain Mot Facile, donc j'ai eu Ghislain comme mentor aussi, le Codet aussi, justement. Donc, j'ai cette chance-là. Je me considère quand même très, très privilégié de ce côté-là. Puis pour ceux qui le savent pas, toute
moi, toute ma saga, je dirais, en immobilier, moi, initialement, ça avait démarré quand que j'avais encore ma compagnie d'inspection de bâtiments. Moi et Jean-Luc, on se connaît, comme il disait, depuis longtemps. Et c'est Jean-Luc qui m'a ouvert la porte. Il m'a dit « Hey, buddy, il faudrait que tu lises Père riche, Père pauvre. » Il dit ça, là. Puis ça, c'était la première étape. Et la deuxième, c'est, je me rappelle encore, dans une cour alimentaire, quand tu m'avais parlé, hey, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Ghislain, là, puis tout ça. Puis tu vois, aujourd'hui, on sait jamais où ce que la vie va nous amener. Qui aurait pensé qu'on serait là en train de se jaser live comme ça aujourd'hui? C'est parce que tu me fais lire un bon livre. Voilà, c'est en plein ça. Tout ça à cause d'un bon livre. Ouais. Qui est père riche, père pauvre. Ah, on a d'autres questions qui se sont rajoutées. Catania, si la compagnie est fermée, ça c'est une question un peu plus technique, légale. Si la compagnie est fermée, il n'y a plus de recours parce que je pense qu'il y a différentes situations, dépendamment s'il y a eu fraude de l'administrateur, pas fraude. En tout cas, je pense qu'on ne devrait pas s'embarquer dans celle-là, Catalina. Là, tu aurais pu vérifier avec un avocat. Là. Puis, faut faire très attention avec ça parce que les gens vont dire, ah, de toute façon, on ferme la compagnie puis ça finit là. Faites très attention avec ça parce que, outre la notion d'éthique que je trouve justement déplorable, les gens qui travaillent de cette façon-là, mais il y a aussi beaucoup de particularités, comme tu dis, là, tu sais, justement, puis on aime mieux, justement, pas embarquer dans ces discussions-là. Ça fait pas partie de notre éthique professionnelle à tous les deux. Tout à fait. Dont ta crédibilité, ta réputation et ta responsabilité en tant que personne. Absolument. Excellent. Gilles nous pose la question, tu ajouterais combien de temps en moyenne pour réaliser un flip actuellement? 1 mois, 2 mois? Difficile de répondre à la question. On va le voir justement comment le marché va réagir. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver aussi avec l'économie, le type de propriété que tu vends, le secteur dans lequel tu vends. Si tu vends un projet Montréal Centre versus vendre un projet à Saint-Clinclin-des-Meubles, c'est pas le même projet là, tu sais. Puis c'est trop variable. C'est certain que moi je me donne un ou 2 mois potentiellement supplémentaires de ce côté-là. C'est ça, fait que dans les analyses, tu sais, présentement, habituellement, on mettait 6 mois pour un flip, le Renault, temps de vente, puis tout ça. Fait que là, on pourrait peut-être dire c'est plus 7. Tu sais, si on veut être mieux. Quand on fait nos analyses, là, 7 ou peut-être 8 mois. Absolument, absolument. La bonne nouvelle, c'est que quand tu as un bon profit sur ton projet, tu as bien acheté, ben, ce que ça va faire, c'est que ta détention supplémentaire, ça va gruger un peu dans tes profits, mais ça ne devient pas désastreux. Mais les gens qui vont faire un flip et vont dire, mais tu sais, je vais faire un 10 000 de profit, ça va être facile. Fais attention, là. Quelques imprévus, là. Moi, juste ma décontamination m'a coûté 8 000. Donc, ça part vite, là. Excellent. On a Michel Labbé qui dit, dois-je ouvrir une compagnie pour chaque flip? Non, ça, je pense pas que c'est nécessaire de ce côté-là. L'idée d'ouvrir plusieurs compagnies pour plusieurs projets, moi je le dis, ça c'est le phénomène. Je dois bien dormir la nuit. Quelqu'un qui dit que je suis pas capable de, justement, je dormirai pas bien la nuit si justement quelqu'un me met en demeure pour un projet pendant que j'en ai un autre en cours, mais la réponse serait oui. Mais je pense que c'est un peu trop là. C'est des frais, hein. C'est des frais. Luc va bien t'aimer là, dans ce cas-là, mais quand tu arrives dans ces cas-là, mais il faut quand même que tu sois prudent parce que ça peut monter vite en termes de frais. Parce que non seulement tu dois payer pour t'incorporer, tu vas devoir également te porter répondant pour cette compagnie-là. Il y a les coûts de la RBQ, il y a les coûts de ton assurance pour la caution, il y a les coûts pour tes états financiers, ton comptable, ta tenue de livre, tout ça s'embarque là. Tu sais. Donc, une compagnie, il faut que tu t'en occupes. Tout à fait. Tout à fait. On a Nancy qui amène une précision là, sur la construction, effectivement, au niveau de la déclaration des sous-traitants, surtout au niveau des immeubles à revenus. Ça, c'est effectivement c'est quelque chose. Ceux qui engagent des petits sous-traitants, des fois, là, des hommes à tout faire ou quoi que ce soit, il y a un formulaire, effectivement, qui est le TP 1086 à compléter pour le gouvernement. Fait que oui, c'est une bonne mention. Merci, Nancy, d'amener ça. Écoute, on aurait pas mal fait le tour, mon cher Gilbert. Donc, excellent! On doit vraiment refaire ça à un moment donné. Moi, sérieux, j'aime ça. Là. C'est notre première expérience comme ça le matin. On a souvent fait des lives ailleurs, mais le faire comme ça le matin, j'aime ça parce que moi, je suis très matinal. Non, pas de problème. On peut les faire à 6 heures le matin. Je suis pas sûr qu'on va avoir une grosse audience, mais ça me dérange oui, en effet, ils vont dire c'est qui les deux fous qui sont live à cette heure-là du matin. Excellent, Gilbert. Donc, merci infiniment pour ta présence ce matin. Puis, merci à toi, Jean-Luc. On se revoit très bientôt dans un événement virtuel quelconque, tant qu'on ne veut pas se donner la collade. À bientôt, mon ami. Merci. Bye.